Salut Mina, comment tu vas? Hello Tom, ça va bien, merci et toi? Ouais, ça va. Il fait froid, je sais pas là si toi de ton côté, Moi je suis ça en y est. Haute-Savoie donc je peux te dire que ça pique. Ouais, ouais, ouais. Là, à Paris, pareil, là, il y a des petits flocons de neige qui sont apparus ce matin. Idem, ça a pas On tenu rentre dans le encore. dur. Mmh. Ouais. Trop content que tu sois là. Euh, ça me, comment dire? Ça fait longtemps qu'on se connaît, enfin, en tout Mmh cas, mh. qu'on Ouais, se voit, qu'on qu'on se se suit sur les croise. réseaux. Exactement, mais on n'a jamais eu l'occasion d'échanger plus en profondeur. Donc, ça va être l'objectif du jour, Mmh mh. d'apprendre à te découvrir. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment. Est-ce qu'il y a une petite actu à découvrir en avant-première? Alors, en ce moment, en fin d'année, en fait, j'ai jamais vraiment d'actu dans la mesure où la fin d'année, pour ma cible, en tout cas pour mes clients, mes clientes, c'est une période où qui est très très accrue. L'anxiété, elle est très très présente. Donc, je travaille à 300% sur mon accompagnement phare qui est Total Reset. J'ai des actus tout au long de l'année. Par exemple, j'ai fait au mois de septembre une conférence live avec des clientes à moi de Total Reset et j'ai eu aussi une période où j'étais sur la promo de mon livre, et cetera. Donc tout au long de l'année, j'ai des actus, mais il y a des périodes spécifiques dans l'année et notamment cette fin d'année, novembre, décembre, je suis vraiment à 200% sur les sessions Total Reset, là-dessus parce que c'est une période qui est très, très accrue. Ok, super. Bon, en tout cas, t'as déjà donné un mot-clé qui est l'anxiété. Ça va être le thème du jour et je pense que ça va concerner beaucoup de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des particuliers, enfin, tout le monde en fait est touché par cette anxiété à des niveaux différents. Donc, je suis trop content de pouvoir t'accueillir et de discuter de ce sujet qui peut être tabou pour certains. Trop Et bien, d'ailleurs, j'en parlerai. J'ai un gros point là-dessus sur le fait que ça puisse être tabou pour certains. cool. Bon, avant de parler de ça, on va essayer de redécouvrir ou de découvrir plutôt qui tu es et d'où tu viens. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter en une phrase? Ouais. Alors, en une phrase, ça va pas être facile, mais je vais faire de mon mieux pour faire le job. D'abord, je suis une maman, je suis une entrepreneuse et une grande kiffeuse de la vie. C'est un peu comme ça que je me définis. Et derrière tout ça, je suis aussi une femme dont la mission, c'est de rendre aux autres la liberté que l'anxiété leur a volée. Ça, c'est vraiment pour moi une mission de vie, au-delà d'être un travail ou un job. Ok, Ça trop va, j'ai cool. respecté les La consigne, ouais. Non, mais en fait, j'aime trop poser cette question parce que même moi, ça me met mal à l'aise à chaque fois de la poser, mais ça me permet de voir ce que la personne va répondre. Et parfois, on se caractérise par son job. Parfois, là, le premier mot que tu as dit, c'était maman. Donc, ça marque aussi certaines valeurs ou euh, je veux dire, correspondance à qui tu es vraiment et ce Mmh. que tu veux délivrer. Donc, c'est cool. C'est toujours bien. Donc, très bon point pour ça. T'as dit du coup que tu voulais mettre beaucoup de joie, enfin je sais plus comment tu l'as formulé exactement, mais beaucoup de joie dans la vie des autres. J'aimerais savoir du coup par rapport à ça, dans dans ton parcours scolaire, tu Mmh. vois, est-ce que tu as toujours été comme ça? Comment ça s'est un petit peu déroulé, ta première, on va dire, partie de vie de l'école et ton environnement familial? Alors quand tu dis première partie de vie, on remonte vraiment à l'enfance, hein, on est d'accord? Ouais, tes premières années à l'école, est-ce Moi, que tu aimais j'étais bien alors déjà ça? moi j'étais une surprise parce que, je suis issue d'une famille où on est 3, donc j'ai un grand frère et une grande sœur. J'étais un peu la surprise, parce que, c'était un peu le choix du roi, hein. Mes parents avaient eu 2 enfants, une fille, un garçon et puis je suis arrivée un peu derrière, plus loin derrière parce que j'ai 8 ans d'écart avec ma grande sœur qui est l'aînée et 6 ans avec mon frère. Donc j'étais un peu le «bébé surprise» entre guillemets. J'ai eu une enfance, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mes parents ont divorcé, j'avais 1 an donc j'en ai pas le souvenir, tu vois? J'ai été beaucoup choyée par ma mère. J'étais un petit peu l'enfant de la liberté pour elle. Donc ma mère, elle a élevé seule 3 enfants en bas âge. C'était une bosseuse. Elle Mmh. bossait, 7 jours sur 7. Donc j'ai pas du tout eu la même vie que mon grand frère et ma grande sœur qui ont vécu avec mon père avant, enfin avec mon père et ma mère, avec mes 2 parents, qui était une vie plutôt, difficile avec, ouais, il y a eu de la violence, il y a eu pas mal de choses difficiles à vivre, en tout cas pour eux, que je n'ai pas connues et c'est vrai qu'on a une éducation, on a une vision de la vie et cetera qui est différente. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai étudié en école privée, j'ai fait de l'équitation. Voilà, j'ai eu une vie plutôt cool. Hem
mais on m'a beaucoup, beaucoup répété depuis que je suis toute petite que j'étais privilégiée Mmh. et quelque part, c'était pas faux, hein, mais on me l'a beaucoup voilà. Et tu penses que c'était un cadeau empoisonné du coup? Comment Pour tu l'as l'enfance, vécu? oui. Pour aujourd'hui, non, parce que je suis tellement pleine de gratitude aujourd'hui et je me sens tellement une privilégiée du monde pour tout ce que je vis et pour tout j'ai même pas envie de dire tout ce que j'ai parce que bien sûr que, matériellement, je suis clairement privilégiée, mais au-delà de tout ça, c'est que si on m'enlevait tout ça, je serais encore tellement heureuse. Donc, oui, j'ai beaucoup de gratitude pour ça et en fait, ouais, je pense que c'était un cadeau empoisonné. En tout cas pour la première partie d'enfance. J'ai jamais eu beaucoup de facilité à l'école, enfin j'étais pas non plus en difficulté, mais j'étais dans la moyenne. Par contre, j'ai beaucoup travaillé parce que je voulais toujours être, dans le top 5. Pour moi, c'était important d'être, mais il y avait aussi un truc qui était pas très sain là-dedans, mais que j'ai découvert plus tard. C'était un peu, que je voulais qu'on m'aime pour en fait, comme si ma valeur dépendait de mes performances et ça, c'est resté très tard, hein, jusque Mmh. dans le salariat plus tard et cetera. Donc oui, j'étais souvent en tête de classe, en tête de promo plus tard après, le bac et cetera. Mais il y avait un moteur positif qui me disait, «Bah, tu auras plus de choix en fait si tu as de bons résultats», ce qui était juste. Mais il y avait aussi on va te juger par rapport à tes notes, par rapport à tes résultats, par rapport à tout ça. Ça, c'est un truc qui m'a suivi quand même assez longtemps. OK, je vois. Bon après ça se comprend aussi. Est-ce que tu penses que, du coup, ta mère a pu t'influencer dans le fait d'avoir toujours des bonnes notes ou ça a été vraiment toi de ton côté Non, c'était qui a moi. Alors imposé ce cadre? ma mère, ce qu'elle a fait dans la vie, c'est qu'elle m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, énormément d'amour. Elle m'a, et d'ailleurs, je le dirai un peu plus tard parce que j'ai des influences dans ma vie, j'ai beaucoup d'influences et ma mère, c'est mon influence numéro un dans le sens où elle m'a éduquée avec, en fait, si tu veux être astronaute, tu seras astronaute. Tu peux le faire. Il y a Mmh. absolument aucune barrière et du coup, j'ai grandi parce que quand tu es enfant, toi, je crois que tu as 2 filles, hein, Tom, si je me Oui. trompe pas. En fait, quand tu es enfant, tu crois tout ce que tes parents te disent, tu vois? C'est un peu, bah, tes modèles, c'est un peu tu vois? Et du coup, moi, j'ai vraiment cru, tu vois? Alors, bien sûr qu'en grandissant, j'ai remis du cadre. J'ai bien compris que si on faisait 1,02 m les bras levés, on jouerait pas en NBA, tu vois? Heu mais j'ai quand même grandi avec cette idée que tout était possible si on s'armait de discipline, d'engagement, de travail et de patience, tu vois? Et ça, c'est un truc que j'inculque aujourd'hui à ma fille Anna qui a 8 ans. Donc ça, c'est vraiment ce que je garde de ma mère, mais à côté de ça, ma mère était hyper laxiste, dans le sens où j'ai toujours pu me coucher à l'heure que je voulais, enfin, tu vois? J'ai jamais eu trop de règles, j'ai jamais, j'aurais pu arrêter l'école à 16 ans si j'avais voulu, tu vois? Voilà. En fait, elle m'a pas tellement guidée avec des règles. Par contre, elle m'a donné beaucoup d'amour et toute sa confiance et sa confiance, elle était précieuse et je voulais pas la perdre, tu vois? Mmh. Donc voilà. Je pense qu'elle a été une bonne influence, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait pas tellement de cadre OK. et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup trop disciplinée, tu vois? Parce Mmh. que j'avais pas ce cadre, en fait. Après c'est bien je pense d'avoir une sorte de liberté aussi, tu vois? Ça permet d'aller explorer certaines choses et c'est toi-même qui va y mettre tes propres limites. Mmh. Mmh mh. Et je pense que comme tu l'as dit, la notion, là je passe en mode, psychologue, alors que j'ai aucune compétence, mais, le fait de donner de l'amour et qui était du coup une valeur, très forte pour toi, Mmh. potentiellement ça t'a et que tu voulais pas la décevoir, bah, ça te mettait justement une certaine peut-être limite inconsciente par rapport à toute ta scolarité ou toute ta Oui, jeunesse. tout même mon parcours parce que moi je débarque à 19 ans à Paris, tu vois, de ma petite province, et bien sûr que là, il me fallait des garde-fous parce que j'ai vu plein de choses. J'ai vu le monde de la nuit, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses à Paris et je pense que s'il y avait pas eu cet amour et cette confiance et ce lien avec ma mère, bien sûr que, j'aurais pu totalement vriller, mais j'avais toujours ce cadre, ces valeurs, cet Mmh. amour qui m'ont toujours, permis de rester sur la bonne, route, en tout cas, je pense. OK, trop bien. Du coup, tu fais quoi comme, études? Tu fais quoi comme bac avant de justement de débarquer, à Paris? Alors, moi, j'ai choisi le format le plus court que je pouvais parce que mon objectif numéro un, c'était de partir de chez moi. Pas parce que j'étais malheureuse, mais parce que j'avais eu cette étiquette depuis mon enfance,
«Je trop choyée, de toute façon, t'es une gosse pourri gâtée, tu tout eu, t'es née avec une cuillère, d'argent dans la bouche» et cetera. Donc objectif numéro un, me barrer le plus vite possible et me prouver à moi-même que j'étais pas juste une enfant gâtée, mais que j'avais aussi une identité propre et que j'étais capable. Donc j'ai fait un bac, je sais pas à l'époque parce que j'ai 41 ans, donc je pense pas que ça existe encore, mais c'était Dis-moi. un bac, tertiaire, donc sciences des technologies tertiaires, si je me souviens bien. Ouais, Et derrière, j'ai fait un, BTS, en assistanat de direction trilingue. D'ailleurs, je suis partie, 4 mois au Mexique dans le cadre de ce BTS-là et puis après, bah, j'ai été clairement appelée par l'école de commerce. Mon rêve, c'était d'aller à Westford. J'étais originaire de Grenoble, mais j'avais c'était l'heure. En fait, c'était temps de partir pour moi. Donc je me suis dit: «Je pars pour un an», mais on sait tous que voilà, on part pour un an et en fait, je suis jamais revenue. Donc voilà, je me suis arrêtée au BTS, j'ai fait un bac+2. J'ai été tout de suite dans l'hôtellerie de luxe, donc j'ai débarqué vraiment dans un monde de stars où j'ai fait le mariage de Jamel Debbouze dans cet hôtel, j'ai vu des stars du matin au soir. C'était très exigeant, très, très dur. C'était un monde de requins. Donc moi, j'arrivais, j'étais là: «OK». une femme déjà, Ouais, jeune, ça doit pas être, ouais, évident. ouais, c'était vraiment pas facile et puis le monde des strass et des paillettes, il y a un envers du décor qui est pas toujours très voilà, très ouais, c'est pas un monde sécurisant, quoi. Enfin, tu vois, tu es un peu jeté dans la fosse aux lions et il faut survivre là-dedans. C'était Mmh. pas évident. J'ai fait ça pendant quelques années et ensuite, tu sais, j'ai trouvé un poste, d'assistante de direction auprès d'un CEO dans une société financière qui était, c'était à Versailles à l'époque. Donc À j'ai côté de chez moi déménagé ça. sur Versailles. Ah oui, tu es dans quel coin déjà? À 15 minutes de Versailles, D'accord, dans bah, la c'est campagne. d'accord, donc moi j'habitais à Versailles, j'avais un petit appartement en face du château. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, c'était une super, et je travaillais au Chesnay, donc 10 OK. minutes, voilà. Très beau coin, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette, mais pareil, monde de requins, de malade, j'étais pas prête. Bon, la chance que j'avais, c'est que voilà, j'étais l'assistante du boss, donc j'étais un petit peu entre guillemets «intouchable». Mais par contre, je les voyais se tirer dessus à bout portant. J'étais là, mais je sors d'un monde de strass et paillettes où je croyais que c'était magnifique, en fait, pas du tout. Mmh. J'arrive dans la finance, mais ça m'a vachement formée, si tu veux, tout ça. Donc j'ai fait ça quelques années. Ensuite, je me suis dirigée dans la biotech et là, j'ai passé 5 ans, pareil, auprès d'un dirigeant. J'ai beaucoup appris aussi. Je pense que c'était une de mes meilleures expériences. J'ai eu beaucoup de casquettes, beaucoup de responsabilités. J'ai fait des due diligence, des acquisitions, enfin, j'ai beaucoup appris là-dedans. C'était une superbe expérience et puis après ça, je pense que j'avais 28 ans, je me suis dit: «En fait, Paris, c'est cool, mais c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai plus envie. J'ai envie d'aller à Paris pour kiffer, pour faire des expos, des concerts, pour faire que ce que j'aime» et là, j'étais trop dans un truc, ben, le week-end, j'avais pas le temps. Comme tout le monde, je faisais mes courses, mes machines, je sortais le samedi soir, puis c'était fini et je me disais: «Je profite même pas finalement de la vie ici, je préfère revenir ponctuellement pour faire que ce que j'aime». Du coup, j'ai décidé de m'installer près de la frontière suisse. Je connaissais pas la région au départ. Du coup, je me suis installée à Annemasse, en frontière de Genève. J'ai passé Ouais. beaucoup, beaucoup d'entretiens, je pense une dizaine dans des sociétés de trading, beaucoup dans le monde de la finance. J'avais une petite expérience là-dedans et j'étais là: «Mon Dieu, ce n'est pas mon monde». C'était hyper superficiel. J'ai pas aimé du tout, du tout, du tout. Du coup, je me suis redirigée plutôt du côté de Lausanne et là, j'ai passé un entretien, enfin un entretien, c'est un mensonge parce que pour ce poste, j'ai passé 12 entretiens. 12. J'ai vu 12 personnes différentes et j'ai dû revenir en plus plusieurs fois. C'était vraiment chaud. Mais du coup, j'ai eu le poste et je suis restée, bah, tu vois, j'ai eu 12 entretiens, je suis restée 12 ans, c'est fou, hein? Je suis restée 12 ans. Donc et j'ai bossé dans une multinationale, qui est basée à Vevey. Sans citer le nom, tout le monde saura, je pense, quelle société c'est. C'était incroyable. C'était vraiment difficile de partir pour moi parce que j'ai démissionné pour faire, justement mon activité à temps plein, parce qu'au début je l'ai faite à temps partiel. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était une société cosmopolite, mes collègues, ils venaient du monde entier, j'ai pas mal voyagé, c'était vraiment une deuxième famille quoi pour moi et du coup, ouais, j'ai grandi dans cette société. À 12 ans, ouais, tu fais plein de trucs, hein. Je suis arrivée à 28 ans et donc bah, je suis partie à 40, tu vois? Donc c'est, enfin 39 ans. Donc du coup voilà, c'était une grosse étape de ma vie où j'ai beaucoup appris,
aussi sur moi, sur les autres et voilà, si c'est à refaire, je referai et puis je dois t'expliquer, j'imagine maintenant comment je suis atterrie dans enfin comment je suis venue ici là. D'abord, il faut savoir que déjà le domaine, j'ai toujours été très anxieuse. Mon anxiété, elle remonte depuis longtemps. C'était de l'anxiété liée à la performance. D'ailleurs, j'ai OK. commencé en tant que coach en performance mentale pour les dirigeants, et c'était vraiment toujours, il faut être la meilleure parce qu'on va te juger sur tes résultats. Donc dès Donc l'enfance c'était quoi, pas dès les toujours premières années? comment? Dès l'enfance finalement, c'est un truc, qui t'a poursuivi et comment ça se matérialisait du coup dans ton corps? Bah, plein de choses. Alors, ça a commencé avec des sensations physiques, donc palpitations, tremblements, vertiges, brouillard cérébral, vision trouble, voilà, vraiment des choses. Après, moi, j'avais une énorme capacité, j'aurais pu vraiment faire cours Florent parce que j'avais une énorme capacité à je pouvais te faire un speech devant 400 personnes sans aucun souci avec des palpitations à je sais pas combien de BPM, tu vois? Et ça se voyait pas, en fait. Mais Mmh. j'étais en train de mourir de l'intérieur et puis pourtant je pouvais quand même délivrer. Tu vois? J'en étais là, qu'il fallait vraiment toujours délivrer, il fallait toujours être performante. Donc voilà, ça s'est manifesté. Mais alors c'est arrivé tard, c'est-à-dire que j'ai toujours eu des petites sensations, petites choses, mais j'ai toujours étouffé ça, en fait. Jusqu'au jour où les sensations corporelles sont devenues trop importants pour pouvoir les faire abstraction, pour pouvoir, être dans le déni, pour pouvoir les négliger, en Mmh. fait, hein. Je suis arrivée à un stade où mon corps ne me permettait plus de fonctionner. Je pouvais plus conduire ma voiture, je pouvais plus aller travailler. Heu, voilà, ça m'a vraiment handicapée quoi, clairement. Ouais et du coup, c c'était je veux dire récurrent ou c'était par épisode comme des espèces de crises où d'un coup En fait, il y avait des épisodes de crise, mais l'anxiété sous-jacente était là en permanence, tu vois? OK. C'était comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Donc j'ai souffert de beaucoup de choses différentes, hein. Aujourd'hui, je le sais évidemment parce que je suis devenue une experte là-dedans, mais à l'époque, j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. Mais je souffrais d'anxiété liée à la santé, autrement appelée, hypocondrie. Je souffrais d'anxiété généralisée. J'avais des angoisses, des crises d'angoisse. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de manifestations, mais parce que j'ai laissé les choses aussi longtemps s'accumuler et j'ai appris aussi à vivre avec et puis à un moment donné, je suis arrivée à un stade où pour moi, je devais composer avec, ça faisait partie de moi et je devrais apprendre à vivre avec des hauts et des bas. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la réalité. L'anxiété, c'est un état d'être. C'est mmh, pas quelque chose qui fait partie de nous. ouais, justement j'allais te demander ce serait quoi du coup la différence entre le stress, parce que parfois on dit c'est bien d'avoir du bon stress et du coup l'anxiété? Alors le stress, en fait, si tu veux, on peut avoir un bon stress qui va être un moteur pour nous pousser et on en a tous besoin, je pense. Mais il y a un moment donné où ce stress, il devient chronique. C'est un peu, je prends l'image souvent de la corde, tu sais, sur laquelle tu tires et puis qui commence à s'abîmer, s'abîmer, s'abîmer. En fait, dès lors que la corde commence à s'abîmer, tu sors du stress, tu arrives dans un stress chronique qui va se transformer en anxiété et potentiellement en angoisse, tu vois. C'est 3 étapes. Il y a alors, anxiété, angoisse, pas forcément parce qu'en fait, tu peux avoir des gens qui vont jamais développer d'angoisse ou de crise d'angoisse, qui vont vivre avec l'anxiété permanente et je peux te dire que d'ailleurs, j'ai fait un réel, je crois que c'était hier, crise d'angoisse versus montée d'anxiété, c'est aussi flippant l'un que l'autre, Tom. C'est-à-dire que les crises d'angoisse, elles vont se manifester avec beaucoup de violence, donc ce sera impressionnant pour, quelqu'un qui connaît pas, qui a jamais vécu ça ou même quelqu'un qui est témoin de ça. Ça peut être extrêmement impressionnant, flippant et cetera. Mais les montées d'anxiété, je peux te dire que c'est extrêmement flippant aussi, parce que tu as plus la maîtrise, en fait. Ça se passe essentiellement dans ta tête, ça fait peur. Tu sais pas si ton état va redevenir, heu, normal et en fait, ça prend toute la place. OK. Occupe tout l'espace. Donc tu peux plus fonctionner quand tu as des montées d'anxiété puissantes, en fait. Tu peux pas fonctionner. Tu peux pas t'occuper de tes filles, tu peux pas faire ton job, tu peux pas honorer tes rendez-vous, tu peux pas. Et du coup, ça se calme, quand même à un certain moment? Alors, Ou il y a beaucoup de conditionnements. Il y a beaucoup comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu es soutenu? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu es accompagné? Quel est ton mode de vie? Quelle est la qualité de ton sommeil? Comment est-ce que tu te nourris? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as des relations sociales en dehors de ta famille, tu vois? Est-ce que tu t'épanouis d'une certaine façon? Il y a tellement de facteurs,
à prendre en compte quelles sont les informations que tu consommes, quel genre de podcast tu écoutes, de quel type de conversation tu te nourris. Est-ce qu'il y a des personnes toxiques dans ton entourage? Enfin, tu vois, la liste, on pourrait en parler Ouais, c'est clair. jusqu'à demain. Mais il y a plein de facteurs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs dans quel type d'environnement tu as grandi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes dans Total Reset qui viennent pour l'anxiété liée à la santé. J'ai, on va dire, bien 70 des personnes qui avaient un parent qui les a surprotégés parce qu'ils souffraient également de ça, tu vois? Genre à camoufler avec l'hiver, les moufles, tu sais, la grosse écharpe, le gros bonnet. «Attention, il y a de l'air qui passe, tu vas prendre froid». Tout ça, on croit que c'est anodin, ça l'est pas du tout. Mmh. Ça l'est pas du tout, tu vois? Bah, c'est des projections parfois de croyances ou de peurs, et c'est là où, encore une fois, c'est pas évident, nous, en tant que parents, d'avoir une bonne éducation, alors que nous-mêmes, on a des projections, on a des peurs, Mais on a bien ces sûr. croyances, et donc forcément, tu dois rejeter, je pense, une partie de ton anxiété à ton enfant, tu Mais évidemment, de toute façon, notre rôle, c'est de faire le comme nos parents ont fait et j'ose et j'ai envie de croire en fait que de génération en génération, ça ira de mieux en mieux. Nous, on sait aujourd'hui qu'il existe les traumas transgénérationnels et cetera, tout ça, c'est avant, c'est pas que ça existait pas, mais personne n'avait conscience de tout ça et en fait, plus on avance et j'ai envie de dire qu'on fait de mieux en mieux. Évidemment qu'on va laisser des traces à nos enfants parce qu'on n'est pas des robots, en fait. On est des êtres humains. Donc nous aussi, on a nos sacs à dos et même si on se fait accompagner, aider, on sera jamais des êtres, totalement dénués, sinon faudrait nous qu'on soit dénués d'émotions pour être dénués de trauma, tu vois? Je veux dire la petite princesse qui est dans son château et qui se pète un ongle, elle a vraiment une émotion puissante. ouais. Et ça peut paraître ridicule pour quelqu'un qui a vraiment eu une vie, où il devait survivre hein, pour manger, tu vois? Et pourtant son émotion à cette princesse, elle est vraiment là. Tu vois un peu où je veux en venir? Ouais, bien sûr, ouais. Donc on bien sûr, on fait de notre mieux avec les outils dont on dispose, comme nos parents l'ont fait. Mais Yes. pour moi, il y a des avancées de génération en génération, ça c'est sûr. OK, trop bien. Avant de repartir sur, sur ton histoire et cette transition, c'est le petit point tips, comment ce serait quoi du coup les signaux pour se dire: «Ah attention, on est peut-être dans un état en ce moment qui est susceptible d'être, du stress ou de l'anxiété». Tu vois? Comment on peut le Alors d'abord, il y a cette idée d'être connecté à son corps, ouais, mais tu déjà vois? ça, est-ce que au quotidien avec le train-train quotidien, le métro boulot dodo, on arrive à Je vais te donner un prendre ce moment? donner un exemple qui prend 3 minutes. Mais juste avant ça, j'aimerais juste te donner une explication. Moi, j'ai souffert pendant 2 ans, c'était un enfer, tu vois? J'ai gardé mon job parce que j'avais un job, j'avais une encore une fois, j'étais privilégiée et je pouvais bosser de n'importe où dans le monde et cetera, alors que j'étais salariée, c'est pas donné à tout le monde, tu vois? Et je pouvais travailler de chez moi et cetera, sinon j'aurais pas pu opérer dans un travail. En fait, pourquoi chez moi ça a été si grave? Pourquoi ça a pris tellement d'ampleur? Parce qu'en fait, moi, j'étais terre à terre et si j'avais des palpitations, c'est parce que j'avais un problème clinique. Je refusais d'accepter alors déjà parce que j'avais un ego à l'époque, tu vois, qui était très important. Donc je pouvais pas pour moi, c'était les faibles, tu vois? La dépression, c'était de la faiblesse. L'anxiété, c'était de la faiblesse. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, tu vois? Mmh. Donc pour moi, non, j'allais pas me laisser abattre là-dedans. Tu vois un peu l'état d'esprit que j'avais à l'époque? Et du coup, je n'ai pas écouté les signaux de mon corps et j'ai été faire juste tout le temps, sans cesse, des examens cliniques qui ne révélaient rien. Et ça, c'est une preuve de déconnexion totale à mon corps, tu vois? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, quand on se lève le matin, souvent, chez plein de personnes, qu'on soit jeune ou pas, moi j'ai 41 ans, mais je sais qu'à l'âge de 30 ans, j'avais déjà ces signaux. Le matin, on n'a pas toujours une bonne posture dans la nuit, OK? Quand on se lève le matin, souvent, tu vois, déjà on n'a pas une bonne posture. Prendre 2 minutes le matin pour faire des étirements, ça ne coûte rien, c'est 2 minutes, c'est 120 secondes, tu vois? Que ce soit l'étirement du chat, que ce soit faire un mouvement circulaire au niveau des cervicales tout doucement, peu importe, ça va dépendre de ta posture, des sensations corporelles que tu as et cetera. Je dis pas qu'il faut faire un cours de pilates d'1 heure par jour, tout le monde n'a pas ce temps-là. On sait qu'on est tous aspirés dans des vies de dingue avec, beaucoup de travail et cetera. Mais 2 minutes chaque jour, en fait, sur une année, est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Moi, je réfléchis pas du tout. C'est je me réveille, j'ouvre les yeux et hop, je vais faire mon étirement dans mon lit. En fait, j'ai même pas le temps de sortir du lit, c'est la première chose que je fais. Donc déjà, je suis connectée à mes sensations corporelles. Je suis connectée à mon corps, tu vois?
OK. Moi, il y a pas mal de gens qui, dès le matin, vont rester allongés dans leur lit pendant 10, 15, 20 minutes. Je parle pas de ceux qui scrollent parce que c'est même pas un sujet pour moi là, voilà. Mais juste de rester dans son lit, en fait, quand tu souffres d'anxiété ou même quand tu es sujet à anxiété et que tu vas rester 10, 15 minutes dans ton lit, tu laisses le temps à ton anxiété de se réveiller. Et là, elle va se présenter. Elle va se présenter soit avec des pensées, soit avec des sensations corporelles qui sont plus ou moins effrayantes pour les personnes qui souffrent notamment d'anxiété liée à la santé. Et là: «Ah mais tu as ce rendez-vous-là, Tom, mais ça te stresse depuis longtemps, mais est-ce que physiquement tu seras en mesure? Oh, mais tu as dormi que 7 heures, il te faut 8 heures. Si tu as pas tes 8 heures, ta journée est fichue». Tu vois un peu ces dialogues internes un petit peu? Ces Mmh. dialogues internes, ils se présentent quand, on laisse la place à l'anxiété. L'idée, c'est pas être dans l'évitement, hein, attention. Mais c'est de se dire: «En ce moment, je suis sujet à l'anxiété. Là où je pose mon focus, en fait, ça va grossir. Donc si je pose mon focus sur cette notion d'anxiété, l'anxiété, elle va être très présente», tu vois? Donc l'idée, c'est de dire: «OK, je me sens anxieux, j'ai un passage d'anxiété, j'ai conscience de ça, mais maintenant je prends la décision consciente de poser mon attention ailleurs, tu vois? Ça veut dire que tu es dans l'accueil du truc, tu es pas en train de le repousser parce que quand tu repousses ou que tu fuis, bah, ça revient plus fort, hein, on le sait, mais que tu prends la décision délibérée de poser ton attention ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est d'accumuler ces 2, 3 minutes par jour pour, faire quelque chose pour toi, tu vois? Exemple, alors moi là, je suis vraiment tout le monde n'a pas 1 heure, hein, j'en ai conscience, hein. Mais moi, par exemple, je marche 1 heure par jour sur mon tapis. Je coupe ça en 3 fois parce que sinon je suis extrêmement sédentaire à mon bureau. Donc c'est 20 minutes le matin, 20 minutes après le repas pour baisser le pic de glycémie. On a parlé de la nutrition qui impacte aussi beaucoup l'anxiété. Ben, quand on marche juste après un repas, bah, ça évite les pics de glycémie, par exemple. Donc ce sera, pour moi 20 minutes le matin, 20 minutes après le repas de midi et 20 minutes soit avant de rentrer à la maison parce que ça me fait un sas de décompression entre le bureau et la maison, soit après le repas si j'ai pas le temps. Mais en tout cas, j'ai 1 heure de marche quoi qu'il arrive. Et puis je vais faire, 3 fois 20 minutes de renforcement musculaire, par semaine, voilà, qui sont déjà calés lundi, mercredi, vendredi. Il y a aussi une priorisation, tu vois? Oui. De dire: «En fait, moi, c'est dans mon agenda et en fait, si je fais pas ça, je suis pas performante», tu vois? Au niveau de la créativité de mon contenu, ça va être bof. J'ai pas fait la base. La base, c'est, bien dormir, bien manger, faire un minimum d'exercice pour pouvoir fonctionner, tu vois? Après c'est voilà, OK. c'est ma vision, hein, je l'impose pas, mais on sait que les besoins physiologiques ont besoin d'être nourris pour te sentir plus serein. Ouais. En tout cas, déjà merci pour, ces premières recommandations et je pense qu'on va du coup, en reparler par la suite. Du coup, l'idée, ouais, ça serait que tu me réexpliques, enfin, que tu nous réexpliques un petit peu cette transition et après, bah, comment ça t'est venu? Comment tu t'es dit, «Je vais lancer ça en parallèle» et après surtout l'étape de se dire et qui était pas évidente du coup de quitter ton job dans lequel tu as travaillé plus de 12 ans, tu as vécu tellement de trucs et te sauter dans le vide, tu vois? Déjà, mon job, j'étais reconnue dedans, tu vois? J'étais quand même une experte dans ce que je faisais. J'ai travaillé dans un département marketing pendant des années. Alors pas au marketing en soi, j'ai pas fait du marketing pur et dur parce que j'assistais toujours des dirigeants, hein, ça a été mon job, ça a été ma carrière, mais quand même dans des départements marketing, donc je peux pas dire que j'ai pas de notion, en 12 années, dans une multinationale. Néanmoins, j'étais vraiment animée par tout ce que je faisais et en fait, j'étais toujours dans le délivrer, délivrer, productivité, j'étais une machine à délivrer, tu vois? J'étais une machine de productivité. J'avais besoin qu'on dise: «Waouh!» Tu vois? C'est fou, hein? Et j'ai vécu, jusqu'à quasiment mes 30 ans avec ça. OK. Du coup, il y a un moment où mon corps, il a dit: «En fait, stop, le 6 heures du matin, 21 heures au bureau, tu arrives au bureau», j'arrivais à 6 heures, 6 heures et demie au bureau, j'avais 5 cafés à mon actif, tu vois? Il y a un matin, je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance, en fait, tu vois? Tu avais ta Hem, fille ou pas encore? non, non, pas du tout. Ah non, non, OK. non, bah, de toute Mais façon, ça mon parfois ça peut corps. être un déclic, tu vois? Non, mais mon corps, il me permettait déjà pas d'avoir un enfant, j'avais trop OK. peur. J'avais peur de mon corps, je voulais sortir Mmh. de mon corps, je voulais fuir mon corps. Tu imagines? J'avais à porter un enfant. Mais je pense que pendant cette époque, je pensais ne jamais avoir d'enfant d'ailleurs. J'avais trop peur des manifestations de mon corps, tu vois? Et c'est même pas l'idée de l'accouchement, c'est les 9 mois de ce petit être humain qui va dépendre de moi dans mon ventre, tu vois? Ça Donc rajoute de l'anxiété, je veux bien te croire ah, ça. ouais, ouais. Du coup, non, du coup, ouais, c'était
Et donc là, en fait, mon corps a commencé à me lâcher parce que je tirais trop sur la corde. Les week-ends, je sortais, je me reposais pas, j'étais célibataire, j'habitais à Lausanne, c'était trop cool, donc je faisais la teuf, du jeudi enfin jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, et puis je faisais du 6h, 21h, et cetera. Et du coup, mon corps n'a pas tenu, en fait, mon corps n'a pas. Voilà, j'avais un mode de vie vraiment malsain, je fumais à l'époque, je fumais presque un paquet de clopes par jour. Quand, je sais pas, parce qu'au final, j'étais tout le temps au bureau, mais genre, je me souviens que je pouvais fumer, 2-3 cigarettes, dans la voiture, juste sur la route, d'affilée, tu vois? J'avais même des fois, je prenais à emporter, j'avais des petits gobelets à la maison et je prenais mon café avec moi, mais c'était un mode de vie, j'avais aucune notion, en fait, de ce que je faisais. À midi, je mangeais un sandwich. Donc je mangeais pas ça, en fait. Le soir, je mangeais généralement pas parce que j'étais toute seule, tu vois? Donc j'avais pas du tout, et j'avais aucune notion. Pour moi, j'étais heureuse, j'étais au top. Ce que J'habitais j'allais à dire, c'est très paradoxal, en fait, Mais de se ouais, dire j'étais ça. au top. J'habitais à Ouchy, le quartier prisé de Lausanne. J'étais dans une super boîte, c'était trop bien. Mes collègues, c'était mes potes, tu vois? Enfin, c'était trop cool, quoi. J'avais aucune notion à cette époque-là, ben, de passer à côté de ma vie, en fait. Donc il y a un truc qui était positif, ça a été l'apprentissage. Tout ce que j'ai acquis, toutes les connaissances, les compétences que j'ai développées. Ça, oui, mais c'était le seul, en fait, tu vois? C'était le seul point positif. Donc les manifestations de mon corps se sont amplifiées, 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 amplifiées jusqu'à ce que je ne puisse plus aller bosser. Et donc j'ai fait des examens cliniques, j'étais à Lausanne, j'étais à Genève, j'étais à Barcelone, j'étais allée en France, j'allais partout pour faire les mêmes examens parce que je me disais: «Les médecins ne sont pas compétents, ils passent à côté de quelque chose», tu vois? Je me remettais pas du tout en question, ni mon mode de vie, ni quoi que ce soit. Et puis j'ai rencontré une thérapeute à Grenoble, qui m'a fait une séance, j'ai fini vraiment mais en sanglots. On a travaillé un petit peu sur l'enfant intérieur, sur plein de choses, et je me suis dit: «Purée», et en fait, je suis tombée de je sais pas combien d'étages là. Je me suis dit: «Mais purée Mina, en fait, tu es complètement à côté de tes pompes, tu as un ego qui est démesuré, tu te remets pas du tout en question, ni toi, ni ta vie, ni te qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr, ouais, tu gagnes plus de 10 000 balles par mois. Oui, c'est génial, ouais, tu es brillante, waouh, tout le monde lance des fleurs, et cetera». C'est ça la vie, en fait, c'est ça la vie que tu veux, tu vois? Mmh. Et là, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté. J'étais complètement à côté. Donc du coup, là, c'est un gros travail d'introspection qui a commencé à me diriger vers, un peu plus la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. De me dire: «Ben, en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas». Et donc voilà, donc après, je me suis fait aider. J'ai été jusqu'aux États-Unis pour, rencontrer un thérapeute parce qu'il voulait pas me prendre en visio, que j'harcelais son assistant, et cetera. Et une fois, je me suis dit: «Bah, tiens», je suis partie en vacances avec une copine, je lui dis: «Bah, viens, on va là-bas, en fait». Et puis, voilà, j'avais pris un rendez-vous, et puis je lui dis: «Bah, en fait, c'est moi la folle qui tente de vous harceler. Maintenant que j'ai ma séance, est-ce que vous seriez d'accord pour me prendre en visio?» parce que j'habite, à plus de 10 000 kilomètres. Il m'a dit: «OK». Et puis on a commencé, et en fait, c'était un psychiatre spécialisé en programmation neurolinguistique, et on a beaucoup bossé ensemble. Il est maintenant à la retraite, ce monsieur, mais il a changé clairement ma vie. Lui et cette thérapeute, qui est basée à Grenoble. Et du coup, de là, en fait, j'ai suivi, jusqu'à guérir complètement, en tout cas. J'ai revu complètement mon mode de vie, j'ai appris à dire non, j'ai développé l'assertivité, un truc que j'avais pas du tout dans le travail, tu vois? Vu que ma valeur dépendait de mes résultats. J'ai compris qu'on pouvait être respecté en étant nous-mêmes, sans forcément surproduire, tu vois? Sans forcément, devoir donner plus que plus ou faire ses preuves plus que les autres, et cetera. Et puis, quand j'ai guéri, je discutais, donc j'avais une amie dont j'étais très proche qui, était plus âgée que moi. On faisait tout ensemble, on mangeait à midi, on allait au sport ensemble, on était très proches. Elle avait 20 ans de plus que moi, et je lui partageais tous mes projets, mes rêves, et je lui disais: «Mais tu sais Patricia, j'aimerais trop, sans quitter mon job parce que je l'aime trop», donc j'avais pas cette idée, hein, à l'époque, «mais j'aimerais trop pouvoir aider des gens qui sont passés par ce que j'ai vécu, parce que j'étais tellement convaincue que j'en sortirais jamais». Et puis elle, souvent, elle me redisait: «Mais tu es où avec ça? Mais tu es où? Tu veux pas te former et tout?» Puis j'étais là: «Ouais, ouais, si, si, je le ferai un jour», et puis je pensais le faire quand je serais vieille, tu vois? Je me disais: «Plus tard». Et puis, en fait, cette fille-là, j'en parle parce que c'était mon modèle, tu vois? Elle avait 60 ans.
hyper fit. Elle mangeait bien, elle faisait du sport, elle avait un job, vraiment elle était au top dans son job, hyper compétente et cetera et en fait, le cancer, l'a frappée et l'a foudroyée en 8 mois, elle nous a quittés et c'est quelque chose qui m'a traumatisée et sur son lit de mort, elle m'a envoyé un audio WhatsApp 2 jours avant de nous quitter et elle m'a dit: «Mina, faut que tu vives cette vie pour nous 2. Il faut que tu me promettes, d'aller au bout de ce projet-là, quoi». Voilà. Et c'est dur à Ah ouais, recevoir quand même. c'est ouais, ouais, c'était et ça, c'était en 2021, tu vois? Janvier 2021. Du coup, ben, elle est partie et j'ai commencé à m'inscrire. J'ai contacté direct l'Institut de Paul Pironet à Lyon pour me former. Ouais. Pareil, école de sophrologie caïcédienne à Grenoble et puis là, j'ai commencé à bosser comme une tarée, jour, nuit, les week-ends à l'école et cetera et j'ai tout donné là-dedans parce que, il me fallait que bah, déjà que j'accepte ce deuil et que je vive pour nous 2 parce que je lui devais, en fait. Parce que c'était injuste qu'elle parte si tôt, quoi. Ouais. Donc voilà, voilà mon pourquoi, en fait. Au départ, c'était ça mon pourquoi. Donc et du coup, voilà. Déjà pour les autres alors et pas pour soi, personnellement. Bah, en fait, le moteur, ça a été de dire: «Je vis pour 2. Donc si Mmh. moi, je devais mourir là, maintenant, si moi, c'était ma fin, parce que ça aurait pu être moi, en fait, c'est tombé sur elle. Elle avait Ouais, pas d'hérédité de cancer, elle mangeait bien, elle tu vois? Je me dis: «Si c'était moi, en fait», tu vois? Donc oui, je lui ai fait cette promesse, mais si j'avais tu vois? Si je me disais que mon temps était limité, qu'est-ce que je ferais? J'aurais fait cette formation, même pour aider une seule personne. D'ailleurs, mon but, c'était pas de vivre de ça et d'en faire mon activité. C'était d'aider ne serait-ce qu'une personne, tu vois? Symboliquement et du coup, bah, quand j'ai été formée, diplômée et cetera, j'ai, négocié, j'avais un super boss, un américain, il était trop cool. J'ai négocié un 80 et j'avais mes vendredis et j'ai commencé je pense que c'est là qu'on s'est peut-être connectés parce que j'ai créé un compte Instagram et puis j'ai commencé à faire du contenu comme ça, en fait ouais, et du coup, voilà et puis c'est là que, très vite, ça a quand même pris, je pense que j'ai eu une année où voilà, ça a décollé, tout doucettement, tu vois? Où je me disais: «Bah, c'est très bien une fois un jour par semaine». Puis après, il y a un moment où ça a décollé d'un coup et j'ai dit: «Bah, en fait non, là, il faut faire un choix. Soit je fais ça à 100 et je le fais parce que je répondais plus aux demandes». Il y avait 6 mois d'attente pour Total Reset. Quelqu'un qui souffre de crise d'angoisse, il va pas attendre ouais. 1 an, quoi, tu vois? Donc j'ai démissionné, en fait, j'ai envoyé ma démission et puis je me suis mis à 100. Parce que là-bas, il y a pas de rupture co, des choses comme ça? Ah non, en Suisse, non, non, il y a pas. Non, non, il y avait pas de sujet et puis de toute façon, je tournais suffisamment déjà pour, OK, tu vois? Voilà et puis j'avais déjà prévu mes arrières, j'ai un peu de l'immobilier, enfin, tu vois? J'avais fait des choses en 12 ans de carrière, heureusement d'ailleurs que donc c'était pas un point, tu vois? Et puis mmh. voilà, je suis aussi en couple, mon mari est un entrepreneur aussi, enfin voilà. Donc il y avait un je vais C'est pas un j'ai risque, pas fait un mais saut ouais, c'était minime voilà, le risque. J'ai pas fait limité. un saut dans le vide, quoi. Et puis je suis plus toute jeune, je suis pas non plus vieille, mais je veux dire, ouais, j'ai quand même une carrière derrière moi, tu vois? Ouais, mais switcher parfois ça peut être compliqué parce que tu te dis quand tu es salarié, bah, tu travailles pour une entreprise, tu peux avoir des compétences, mais le jour où c'est toi, tu représentes ton entreprise, bah, parfois ça peut être plus délicat et justement j'allais te poser Ah, la c'est question, chaud. Ah mais c'est hyper chaud. c'était comment, Mais ton c'est premier tendu. client? Bah, attends, non, mais c'est même pas mon premier client. C'est que tu imagines que je passe d'un truc où, je suis hyper confiante dans mon truc parce que je suis carrément compétente. Je fais ça depuis 12 ans, je connais tout et aussi, il faut savoir que j'étais dans une entité de cette multinationale où je suis arrivée, il y avait 30 personnes ou je sais pas combien et puis qu'on a fini à XXX, tu vois? Ça un truc qui a explosé. Du coup, j'avais tout l'historique et tout. J'étais un peu la bible de tu vois? J'avais plein de et là, tu arrives dans un truc, tu es personne, en fait. J'étais personne. Donc ça a été génial pour mon ego, tu vois? De dire: «Bah, en fait, j'ai tout à faire» et je pense que j'ai aimé ce truc de dire: «Bah, en fait, je suis personne. Donc maintenant, si je veux devenir un jour la référence dans ce domaine, bah, j'ai intérêt à bosser comme une dingue», tu vois? Et j'ai intérêt à prouver, à montrer, à et oui, mes premiers clients et j'ai fait plein de conneries. J'étais là à répondre du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, j'avais plus de vie, tu vois? Puis au fur et à mesure qu'on avançait, j'ai commencé à cadrer, tu vois? De plus en plus et puis tu fais aussi des erreurs en parcours parce qu'en répondant 7 sur 7, 24 sur 24, tu deviens une personne de sécurité, c'est pas bon. Moi, ce que je veux, c'est que mes clients deviennent autonomes, indépendants, qu'ils se libèrent. Tu vois? Je te l'ai dit en intro, leur rendre leur liberté, la liberté que Mmh, l'anxiété leur a volée. Si je deviens leur personne de sécurité, il y a un problème. L'idée, c'est qu'ils redeviennent indépendants. C'est des personnes qui souffrent, qui ont besoin de leur conjoint, de leur conjointe pour aller faire les courses et cetera, tu vois? Dans certains cas, hein.
Pas toujours, mais voilà. Et donc, bah, ouais, j'ai eu tout ce travail à faire de dire: «Je suis personne et je dois faire mes preuves». Et en fait, il y a quand même un truc qui est très important et je pense aussi qui me différencie sur ce marché-là, parce que c'est un marché, hein, la santé mentale aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a un truc qui est resté et qui est important pour moi. Je pense que je suis une des seules qui garantit un résultat. C'est chaud quand même, tu vois? On est dans la santé mentale et Mmh. donc je prends jamais quelqu'un dans Total Reset sans l'avoir eu au téléphone. J'ai besoin de faire une analyse rapide pour voir si je suis en mesure de l'accompagner vers le point B. Par exemple, s'il y a de la dépression qui est pas en lien avec l'anxiété, je traite pas, c'est pas mon domaine, tu vois? Donc et ça pour moi, c'est essentiel parce que pour moi, quand tu vas chercher un service, on attend un résultat. Tout le monde peut pas toujours apporter ça dans tous les domaines, j'imagine, mais en tout cas pour moi, c'est important et je pense que c'est vraiment un truc qui me différencie de dire: «On pose ensemble des objectifs précis». Tu vois? Par exemple, je Ouais. je prends l'exemple je peux prendre l'exemple d'Hélène, alors ça reste confidentiel parce que personne la connaît, mais tu vois, 23 ans d'agoraphobie, elle approche la cinquantaine, elle sortait plus de chez elle, pouvait plus aller travailler, plus aller chercher son fils à l'école, et cetera. On sort de Total Reset après 3 mois, elle peut pas pour autant prendre un vol long courrier, on va pas se mentir. Par contre, elle a retrouvé un job, elle va chercher son fils à l'école, elle va au resto avec son mari alors qu'elle a pas mis les pieds dans un resto depuis des années, elle va faire des journées pêche parce que c'est la passion de son mari et puis qu'elle est tu vois, ça lui fait plaisir de le faire. Donc il y a quand même une transformation qui opère, mais je vends pas, du rêve, hein, tu vois? Mmh. Je dis: «Tu en es là, je peux t'accompagner là», quoi. Ah, trop bien. Donc voilà. Ça a été quoi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu, on va dire, ton premier client et que tu as vu la transformation que ça a pu avoir? Parce que du coup, c'était toi, tu l'as effectué en toi et de le comment dire? Contribuer finalement à sortir de pour cette personne. Il y a un sentiment de réalisation qui serait hyper difficile à expliquer avec des mots. Tu te dis: «En fait, j'ai fait tout ce chemin de vie personnelle aussi», tu vois? Pour être là et du coup, c'est là où je parle de mission de vie et tu te dis: «Bah, en fait, ta vie, elle prend tout son sens, en fait», tu vois? Mon travail, il est précieux, en fait. Tout ce que je fournis, le temps que je passe à créer des protocoles, c'est dans un but précis, tu vois? Parce que juste pour te donner, un ordre d'idée, en fait, j'ai pas des protocoles, prédéfinis. C'est-à-dire, j'ai pas: «Ah, cette personne est agoraphobe, allez hop, on fait tel protocole». Pas du tout. L'anxiété, elle va se présenter chez toi, peut-être elle va se manifester de la même façon, par exemple, chez Tom et chez Christophe. Vous aurez exactement les mêmes problèmes d'anxiété, mais vous n'aurez pas le même protocole. Parce que Tom et Christophe n'ont pas eu la même histoire et l'anxiété ne se présente pas pour les mêmes raisons. Donc tu vois, il y a ce cheminement personnel que je fais avec chaque client où on fait en première séance ce qu'on appelle une anamnèse, c'est une analyse de son parcours, de son histoire, de qui est cette personne. Donc en fait, chaque client me donne les clés de chez lui ou de chez elle et tu vois et s'ouvre et me raconte des choses parmi les plus intimes et juste ça déjà, cette preuve de confiance là, elle a même pas de prix, tu vois? Donc déjà avant même le résultat, je suis déjà dans une gratitude infinie. Alors oui, quand on arrive au bout, c'est waouh! Je me dis, «Je suis faite pour ça quoi». Clairement, je voudrais pas faire autre chose quoi. Comprendre. Et du coup, si on parle un petit peu de cette, activité en tant que telle, quand tu as démarré, tu avais déjà du coup ton offre, Total Reset ou tu Oui, faisais j'ai co plutôt non, non, j'ai créé Total Reset. Après Total Reset, a grandi avec moi, hein, donc ouais, c'est parce plus que du tu tout étais pas en format à la carte ou à la séance à faire, ah, j'ai jamais une fait de séance format à la par-ci, carte. Ah non, 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 bah, non, c'était pas envisageable par rapport à la carrière que j'avais eue et cetera, c'était même pas pensable. l'ego qui revient là. Non, 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 mais je me veux c'est pas Non, une mais tu avais question déjà d'ego. Je veux dire, à un moment donné, je pouvais pas quitter un job, de tu vois, de cadre pour, bosser sur quelque chose qui m'aurait pas permis, d'avoir ne serait-ce qu'un salaire, tu vois? Donc bien là, on n'est sûr. même pas dans le tu vois? Non, c'était pas envisageable. Mais même au-delà de ça, si on oublie la partie financière et cetera, en fait, comment tu apportes une transformation à la carte, tu vois? Et ça, Mmh. je veux pas parce que c'est mon image du coup que je mets sur le marché. Si je te Ouais. prends une session, oui, je vais te rebooster, je vais te donner des pistes et cetera, mais tu auras jamais la transformation que tu vois, qu'aujourd'hui je propose. Là, c'est même pas, tu vois, c'est même pas de l'ego, c'est du bon sens, j'ai envie de te Oui, bien dire. sûr. Non, après c'est Moi, je voulais impacter, sinon j'aurais pas quitté parce que j'impactais. On veut tous apporter notre pierre à l'édifice. Je suis sûre que dans ton job, tu pas ton job si tu pas cette plus-value justement à tous tes clients qui ont besoin de ton expertise, tu vois? mmh. C'est aussi le jeu et du coup, moi, j'étais déjà dans cette approche de me dire:
En fait, en une séance, je sais que je suis pas magicienne et j'avais l'idée que l'accompagnement complet, il permettrait cette transformation. Top. Bah, pour moi, ça montre 2 choses. C'est que déjà, tu sors du cadre classique des thérapeutes, des machins qui, quand ils démarrent ou en tout cas jusqu'au monde digital, c'était vraiment des trucs à la carte et d'une autre manière, une certaine maturité déjà de business, du fait que tu avais déjà, effectivement, dans ta tête ce chemin de transformation de la personne. Donc ça veut Puis dire il y que a déjà tu arrives. Ouais, c'est juste et puis il y a aussi je pense que le mode de vie va jouer parce que moi j'étais déjà indépendante, même si je bossais pour une entreprise dans le sens où je bossais de chez moi et cetera. Donc tout ça, je pense que ça a joué de dire: «Bah, je serai jamais dans un bureau ou dans un cabinet où je recevrai du public» et cetera, tu vois? Je le fais Mmh. différemment, hein. Je t'ai parlé d'une conférence que j'ai fait avec, des clients de Total Reset parce que j'adore rencontrer les gens et tout, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais par contre, ouais, le format, je l'avais déjà imaginé, en Trop fait. bien. Du coup, si on parle d'un point de vue un peu plus marketing, comment toi aujourd'hui, tu arrives à te rendre visible et 2 ensuite derrière, comment tu arrives à vendre, Total Reset? Alors moi, je n'ai aucune compétence dans le digital de base. J'ai un gros problème avec la technique, c'est-à-dire je suis une phobique de la technique. Donc là, tu vois, j'ai pas de souci à parler de mes forces, mais j'ai aussi aucun souci à parler de mes faiblesses. J'ai un grand recul par rapport à ça. J'ai une phobie de la technique, quelle qu'elle soit, tu vois? Que ce soit parce que je suis invitée sur un podcast ou que je dois utiliser un nouveau logiciel et cetera. Par contre, je vais le faire, hein, je vais essayer, je vais apprendre. J'arrive quand même à poster des vidéos YouTube, c'est que je suis pas si tu vois? Alors pas d'une qualité extraordinaire, mais je pense que c'est plutôt propre, tu vois? Mais voilà, la technique, c'est un souci pour moi. Donc déjà, je pars pour moi avec un handicap, de poster sur Instagram et cetera. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, je me fais accompagner quasiment tout le temps. Tu vois? OK, Donc je paye pas des services pour faire par contre, j'ai envie d'apprendre, tu vois? Mais donc là, je me fais accompagner, voilà. Pour commencer sur Insta, je me suis fait accompagner, alors pas forcément par la bonne personne, mais ça, on s'en fiche. En tout cas, j'ai essayé de m'entourer. Parfois, par des voilà, donc j'ai pas mal de personnes, hein. Là, en ce moment même, je sais pas si j'ai le droit de citer ou pas, mais en ce moment, je bosse, tu vois? En ce moment, je travaille avec Alexis de Coco Gross et elle m'aide à tu vois? L'équipe m'aide à faire mon contenu et cetera pour que ça et j'ai tout le temps un truc, j'ai tout le temps un objectif derrière. J'ai un autre objectif de retravailler sur mon canal d'acquisition. Enfin, je suis tout le temps en mon souhait, c'est de tout le temps améliorer parce que voilà et ma seule optique, c'est de trouver le meilleur dans le domaine parce que moi, je suis pas bonne là-dedans et les yes. compétences, je les ai pas. Donc, je fais comme ça. Comment je fais? Bah, en fait, moi, je fais pas de prospection. Je fais mon contenu, les gens m'écrivent en DM et puis ils achètent Total Reset. Voilà, ça se passe comme ça. Donc je perds très probablement plein de gens en cours, tu vois? Parce que les gens, par exemple, qui m'envoient des petits mots, ou des petits cœurs ou des petits trucs, je vais pas aller les contacter pour échanger avec eux. Enfin, tu vois? Oui, je vais mettre peut-être un petit cœur pour répondre: «Bah, c'est sympa, elle a répondu», tu vois? Mais j'ai pas, par exemple, tu vois, une fille comme, comment elle s'appelle? En plus, je pense qu'elle est venue dans ton podcast. Elle doit s'arracher les cheveux si elle m'entend là. Oh là là, j'ai oublié son nom. Je la suivais avant. Je lui ai même acheté un truc une fois. J'ai acheté pas mal de trucs. Je sais pas de qui tu parles malheureusement. Elle est venue, oh là là, elle est sur la prospection commerciale beaucoup. Oui, Pauline. Pauline, voilà. Donc bah, tu vois, Pauline, elle s'arracherait les cheveux. Elle devrait se dire: «Mais elle est folle cette fille, elle passe à côté de son business», tu vois? Parce que voilà, je fais pas ça. Je fais mon contenu, les gens disent: «Je me reconnais», c'est cool et puis la moyenne, c'est ils me suivent entre 6 mois et 1 an avant d'acheter Total Reset. Voilà, ça fonctionne comme ça. OK et tu très écologique avec ça, tu Très bien, te je suis sens très en bien et phase. tout, donc c'est l'essentiel aussi. Donc concrètement, là, j'ai entendu 15 fois Total Reset, c'est quoi Total Reset concrètement? Donc bah, en fait, ouais, j'en parle tout le temps, j'en parle tous les jours et c'est pas forcément pour le vendre, hein. C'est parce que c'est tu vois, c'est ma marque, quoi. Enfin, c'est mon Mmh. truc. Total Reset, c'est mon bébé. D'ailleurs, tu as vu, j'ai commencé avec, hein. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un accompagnement sur 3 mois qui se fait en direct avec moi. Donc en gros, je vois mes clients tous les 15 jours en visio. On a des visios d'1 heure. Sur la première session, on fait ce que je te disais tout à l'heure, c'est une anamnèse, l'analyse du parcours du client, d'où il a démarré, à quoi il a dû faire face dans sa vie, tu vois? Genre qui était le Tom petit garçon, comment est-ce qu'il a grandi, comment il est arrivé aujourd'hui avec les problématiques qu'il rencontre à ce jour, par exemple.
tu vois? Et ça, en fait, c'est ça qui me permet de construire un protocole béton pour sortir la personne de cette anxiété, de ces angoisses. Et du coup, à partir de la séance 2, on part sur des plans d'action concrets. On n'est pas dans un truc holistique, tu vois? Même si j'ai la casquette de sophrologue kaycédienne, je fais pas des respirations et des choses comme ça, pas du tout. On va aller modifier les mécanismes profonds de l'anxiété et ça, on le fait en changeant les comportements parce qu'en fait, notre cerveau, il apprend qu'à travers nos actions et nos comportements, tu vois? Il apprend pas à travers de la théorie ou des choses comme ça. Donc voilà, donc on a ces 6 sessions pendant 3 mois et le plus important de Total Reset, c'est que entre les séances, je reste en contact, avec mes clients via WhatsApp pour 2 raisons. La première, c'est pour les aider à affiner, à ajuster les plans d'action, tu vois? Pour qu'ils les mettent en place correctement, qu'ils implémentent et la deuxième, c'est que le chemin de guérison, il est pas du tout linéaire, tu vois? Le chemin de guérison, il y a des phases de down qui sont difficiles, et du coup, moi, je suis là pour les accompagner dans ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a une question existentielle quand tu guéris de l'anxiété, c'est: «Qui es-tu en dehors de ton anxiété?» Tu vois? Si tu as eu l'habitude tout le temps de rougir, quand tu parles en public, qui est ce nouveau Tom qui va faire des conférences devant 10 000 personnes? Tu vois? Hem Et en fait, ça va faire émerger des choses et c'est pas toujours évident et je te le dis et je le dis, là, j'ai une cliente en ce moment qui réfléchit à se séparer, tu vois? C'est pas rien Mmh. parce qu'en fait, la version d'avant, elle avait une personne de sécurité, au-delà d'avoir un conjoint, un époux, un mari, tu vois? Donc ça peut mettre face à des choses qui peuvent être, compliquées. Je m'égare un OK. peu, hein, on était sur Non, Total. non, non. Ne Du coup, c'est que du one-one? Il y a pas de C'est que du collectif one-one. ou Ah autre? ouais, non, non, que du one-one et puis on fait un rendez-vous aussi de suivi 2 mois après, mais là, c'est surtout pour les insights, pour avoir des inputs en fait, de dire pour mes stats, de dire, bah, OK, parce qu'après ça disparaît dans la nature les clients quand ils vont Ouais, bien. Ils prennent des vols long courriers puis tu plus de nouvelles, tu sais? Donc tant voilà, je mieux, fais aussi des points pour dire bah, c'est génial, ouais, mais de dire, bah, comment ça se passe dans ta nouvelle vie. cool. Donc là, ça fait 2000. Je me suis formée à peu près pendant 2 Ouais, ans, donc là, j'ai bricolé un peu pendant j'ai commencé un peu avec Insta et tout. Puis, début 2023, j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus. OK. Donc ça fait, on va dire Ça va faire 3 quasiment mois 3 3 années ans en pleines. janvier, voilà, c'est Ouais. ça. Et du coup, par rapport à ça, tu as pu accompagner combien de personnes? C'est quoi les trucs un peu fous que Alors tu as pu, j'ai observer? j'ai accompagné environ on arrive à 130 personnes bientôt, mais j'ai pas que ça parce que j'ai un autre accompagnement aussi qui mais ça c'est une formation, enfin c'est pas une formation, c'est un programme en ligne qui est réservé aux étudiants, aux gens qui ont pas forcément les moyens, tu vois, de rejoindre Total Reset qui a quand même un prix qui est conséquent, qui est Mmh. pas forcément accessible à tout le monde. Mais en fait, là, j'ai un kiff et tout à l'heure, tu as dit: «Ça peut être tabou», tu te souviens? Certaines Oui. personnes. En fait, Total Reset, le gros changement tout récent, hein, parce que ça fait 3 4 mois, allez 5 mois peut-être, c'est qu'en fait, il s'adressait qu'aux femmes, cet accompagnement. Parce que, bah, mon positionnement, il s'est fait naturellement parce que j'avais que des femmes. Donc à un Oui. moment, j'ai dit: «Bah, OK, j'ai que des femmes, je parle aux femmes», tu vois? Et en fait, au fur et à mesure, j'avais des mecs qui commençaient à venir m'écrire: «Mais attends, je vois que tu as pas l'écriture inclusive, tu travailles qu'avec des femmes». Je dis: «Bah, pas forcément, mais en tout cas, je m'adresse aux femmes parce que, ben, voilà, c'est la majorité des personnes qui viennent à moi. Donc je parle au féminin». Et en fait, j'ai commencé là, depuis quelques mois, à avoir un mec, 2 mecs, 3 mecs et en fait, au mois d'octobre, j'ai vendu plus de programmes à des mecs qu'à des femmes, pour la première fois depuis l'histoire de Total Reset et en fait, il y a l'idée de tabou et il y a l'idée de vulnérabilité, tu vois? Pour moi, un homme qui a cette capacité à se montrer vulnérable, il est 1000 fois plus fort et 1000 fois plus puissant qu'un homme qui n'arrive pas forcément à montrer ça et ça peut être difficile dans cette société, hein, donc je juge pas et je comprends. Mais voilà, le gros truc là, le gros gap qui est en train de se passer, qui était pas là avant, c'est que j'ai de plus en plus d'hommes et qui en plus, pour la majorité, n'ont pas de difficulté à me montrer, tu vois? Leurs failles, leurs peurs, leurs croyances, à pleurer ressentent le besoin de pleurer et en fait, ils comprennent ces hommes-là que c'est une force en fait cette vulnérabilité, que ça va leur permettre de, bah, vraiment d'aller plus loin dans cette vie, de faire beaucoup plus de choses, d'être plus fort encore après. Donc Trop voilà bien. le gros tournant là. Mais c'est bien, mais je pense qu'aussi c'est parce que
bah, on en parle de plus en plus, de l'anxiété de manière générale. On voit beaucoup de burn-out, il y a beaucoup d'actu où tu as des jeunes, en fait, qui sont déjà, ils ont déjà la coupe pleine, donc je pense qu'effectivement, c'est bien d'en parler, c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui puissent, hem, bah, nous aider au quotidien, parce que voilà, c'est peut-être un fléau, tu vois? Je sais pas quel est le terme qu'il faudrait donner, mais je pense que les réseaux sociaux ou en tout cas le monde dans lequel on vit aujourd'hui joue beaucoup sur, notre état, quoi. Énormément, énormément. Les réseaux sociaux, ça a un impact considérable en tout cas et moi je le vois même dans les habitudes, hein, de mes clients. C'est vraiment voilà et puis les algorithmes, ils peuvent aussi jouer énormément contre nous et je pense notamment aux personnes qui souffrent d'anxiété liée à la santé, qui commencent à taper des symptômes des choses et qui après vont recevoir des témoignages de personnes malades et Ouais, ils cetera. sont forts. Voilà, c'est ça. Comment on peut arriver justement à avoir une certaine prévention par rapport à ça, toi avec ton recul? En fait, en par rapport aux réseaux, tu dis spécifiquement déjà? Ouais, déjà si on peut parler des réseaux, ouais, parce que je pense que ça touche tout le monde, Ouais, entrepreneur ouais, ouais. comme lambda. Déjà, par rapport aux réseaux, moi, je dirais que, les réseaux, en fait, d'abord éduquer les algorithmes à ce qui peut nous faire du bien. Je te donne un exemple. Moi, mon algorithme, il est plutôt, éduqué, tu vois, aux maisons, épurées, dans les tons nude, clairs, à des vidéos de nature, de voyage, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui me font du bien. Donc là, je parle de mon compte «perso» entre guillemets. Hem et du coup, je ça, c'est important pour moi d'éduquer les gens à dire: «Attention», parce que les ça va dans la tu sais, je te parlais les informations que tu consommes tout à l'heure, ça en fait partie, en fait et donc, on a un rôle où si maintenant on fait pas on a des réseaux comme tout le monde, hein, on n'est pas exclus de la société, eh bien, il est essentiel d'éduquer nos algorithmes, en fait. Qu'est-ce qu'on veut recevoir comme information? Et ça, c'est important qu'on garde la maîtrise parce que sinon, c'est eux qui vont décider pour nous où on va, en fait. Donc il y a ça et puis après, bah, comme tout le monde, il y a la durée de consommation par jour, les moments où on consomme ça. Pour moi, les pires moments, c'est le matin au réveil et le soir, évidemment, avant d'aller dormir. Le fait de pas avoir de restrictions parce que tu te poses en te disant: «Allez, je me laisse 10 minutes» et en fait, tu passes 2 heures et ça, on connaît tous, hein, ce truc-là et puis, il y a le fait aussi de dire: «Bah, en fait, faut pas passer toute la dopamine là-dedans et potentiellement le faire à un moment de la journée où tu as déjà fait les tâches les plus productives tu vois? Pour pas que ça te vide, que ça te draine, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est en tout cas en ce qui concerne les réseaux, c'est un sujet, après les informations consommées d'une façon générale, tu vois? Si tu es sur CNews ou je sais pas trop les chaînes parce que moi je regarde pas la télé du tout, des news des BFM et chaînes, tout. voilà BFM, je pensais à ça, toute la journée alors que tu souffres d'anxiété, forcément, voilà. Je pense notamment au Covid et aux gens qui regardaient sans cesse, tu vois? Que ce soit le professeur Raoult ou d'autres, de personnes, tu vois? Et puis qui étaient là en train d'être anxieux et de renforcer leur anxiété et cetera. En fait, à un moment donné, qu'est-ce que ça t'apporte de plus, tu vois? Donc trouver un équilibre dans tout ça, peut-être que aller juste regarder Hugo Décrypte une fois dans la journée pour voir les grandes lignes, bah, ça va te suffire. Peut-être que pour toi, ce sera pas suffisant, que tu voudras un petit peu plus que ça quand même. L'idée, c'est d'aller trouver un équilibre, mais de plus être dans les des extrêmes qui vont nourrir et faire grandir ton anxiété au quotidien, tu vois? Ouais, De la même façon, on parlait de l'alimentation, on sait que le sucre raffiné, on sait que les stimulants, ils vont, avoir un impact sur ton anxiété, tu vois? On veut pas être des gens parfaits, bien sûr qu'on est des gourmands et cetera. Maintenant, comment on consomme le sucre? Quand tu consommes une gaufre au Nutella à 4 heures de façon isolée parce que c'est ton goûter, de tous les jours et quand tu la consommes à la fin de ton repas, ils ont pas du tout le même impact sur ton taux de glycémie. Donc je vais conseiller à ma cliente qui va de toute façon la manger, sa gaufre Nutella, de la manger à la fin de son repas et d'aller marcher 10 minutes, tu vois? Et ça peut paraître rien, mais je peux te garantir que ça va avoir un impact considérable sur son niveau d'anxiété. La majorité des gens, ils ont aucune notion de ça, tu vois? ouais, c'est clair. Thème sur le sommeil. Le sommeil, c'est le premier besoin physiologique, Tom. Donc tu peux de pareil, hein, souvent on me dit, je dis: «Tu dors bien?» «Ah mais c'est génial, moi je dors 8 heures». Mais c'est génial de dormir 8 heures, mais si ton sommeil il est pourri et que tu te fais des micro-réveils tous les 3/4 d'heure, tu vois? Par contre, si Mmh. tu dors 6 heures, mais que tes cycles, ils sont top et que, tu vois, tu as Comment ton on peut agir du coup là-dessus sur bah, ces déjà fameux le cycles? conditionnement, tu vois? Juste le conditionnement. Est-ce que tu dors dans une chambre qui est assez fraîche? Qu'est-ce que tu fais avant de dormir? On est moi je tu vois, là, c'est l'automne, il y a les films de Noël qui arrivent,
il y a des séries, tu vois, que j'adore sur Netflix, donc on va pas se mentir, on va pas avoir une vie réglée, prendre une douche froide et cetera. C'est pas du tout ce que je préconise. Par contre, si tu regardes une série, te dire: «OK, ton rythme, c'est quoi en fait à toi, Tom? Ton rythme, peut-être que le tien, il est différent de celui de ton voisin. Mmh. Si c'est de te coucher à 22:45, peut-être que tu arrêtes ta série à 22:30 et que pendant les 15 minutes avant ton sommeil, tu vas lire. Juste 15 minutes, ça paraît rien. Tu as lu combien de bouquins à la fin de l'année avec ces 15 minutes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu passes pas de ton écran à ton sommeil, tu vois? Il y a un sas de décompression entre les 2, tu vois? Des petites habitudes, des petites choses comme ça du quotidien qui vont vraiment changer la donne sur la nutrition, sur, le sommeil, sur l'exercice. Alors quand je parle d'exercice, il y a des gens qui détestent le sport et c'est OK, ça peut être juste aller marcher, tu vois? Et les informations consommées. Déjà, en agissant juste là-dessus, c'est ton environnement, l'environnement que tu construis, ton conditionnement, c'est déjà énorme, énorme. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de respiration, pas forcément en positif, donc c'est quoi Mmh. un peu ton Alors moi avis la là-dessus et pour même sur la méditation dont on entend beaucoup parler? Ouais. Alors moi, la respiration, pour moi, c'est la base de tout. Simplement, toutes les personnes qui souffrent de crises d'angoisse et d'anxiété à qui on dit respire et qui ne savent pas respirer, qui n'ont pas été formés pour, ça les angoisse encore plus parce qu'ils vont très souvent, ils vont hyperventiler. Tu vois, ils essayent, mais les poumons ne peuvent pas s'emplir et la cage thoracique est bloquée. C'est pour ça que quand je dis donner des conseils de respiration à des gens qui sont pas formés, ça n'a aucun sens, c'est contre-productif. La respiration, c'est sûrement l'outil le plus puissant et le plus sous-coté qui existe et quand on sait l'utiliser, il est plus puissant que le plus puissant des anxiolytiques. Est-ce que ça te va en termes de tu vois? Ouais, moi je te Le crois, hein. Ouais, mais le seul souci, c'est que en fait, il faut être formé à utiliser sa respiration, tu vois? Parce que sinon, tu peux passer des heures à essayer de respirer et déjà ça t'apportera rien d'une part, mais peut-être que ça va amplifier ton état d'anxiété, tu vois? Sur Ouais, la méditation et notamment quand on n'est pas forcément formé à ça, la méditation guidée telle qu'on peut la trouver sur YouTube et cetera, je pense que c'est un outil qui peut être super puissant. Parce qu'en fait, on a et on fait tous partie, hein, de cette grande société où dès le matin, on a 1000 choses à penser, tu vois? Tu as peut-être ta fille qui a un petit souci à l'école avec un camarade qui l'embête, tu vois, tu as peut-être ta femme avec laquelle tu as un désaccord sur, je sais pas, une question, j'en sais rien moi, une question de couple. Tu as peut-être ta grand-mère qui est mal en point en ce moment. Tu as peut-être des objectifs business que tu as pas totalement accomplis ou un projet qui t'angoisse. On a tous 1000 choses en fait en tête et du coup, on n'a pas de temps. Là, tu es avec moi, mais il se peut que tu penses encore à d'autres choses, tu vois? À un rendez-vous que tu as un peu plus tard dans la journée qui te stresse et cetera. Et en fait, quand on arrive à se recentrer une fois par jour, tu vois? Même si c'est 4-5 minutes, on n'est pas obligé de faire des méditations trop longues, surtout au début, et bien, ça permet de, vraiment d'être là, ici et maintenant et d'apprendre et en fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu rechargeais, tu vois? Tu rechargeais tes batteries au max parce que ce sera peut-être le seul moment de ta journée où tu penseras pas à plusieurs choses en même temps. Donc je suis à ouais. 100 pour. Perso, je fais de la sophrologie caïcédienne tous les matins, mais je fais des choses très courtes, 4-5 minutes, quoi. Tu disais: «On n'a pas tous le temps», c'est vrai. C'est une question, en fait, de priorisation, mais aussi c'est pas juste de prioriser les choses. C'est aussi de dire: «On n'est pas obligé de faire long». En fait, on sous-estime la puissance des petites actions, tu vois? Je te parlais d'étirement 2 minutes, méditation de 3 minutes, des fois ça suffit, hein, tu vois? Bah, moi je sais que, tu vois, j'ai ma petite routine du matin où je vais préparer, ensuite j'emmène les filles à l'école. Si je fais pas la méditation tout de suite après en rentrant, je sais que je vais me faire happer par tout le reste Ouais. et ça va pas passer dans mes priorités, tu vois? Et je me dis: «Oh, c'est pas grave». Alors que la méditation, comme tu dis, elle dure 7 minutes et quand je le fais, tu sais, je me sens trop bien. Je me dis: «Ah, j'ai pris ce petit truc pour moi, ça me Et fait du du bien». coup, ces 7 minutes de méditation, Tom, est-ce qu'elles sont dans ton agenda en mode, c'est non négociable, genre, c'est tu vois? Parce qu'en fait, le point, c'est de se dire à quel point je me priorise et aussi à quel point ça va me servir, servir ma femme, servir mes filles et servir mon business quelque part, tu Ouais. C'est écrit dans mon calendrier, tu vois? Mais si j'ai un truc qui se rajoute ou un rendez-vous qui est plus tôt que d'habitude, machin, bah, là, pour le coup, ça va empiéter. Tu vois, je vais pas réussir et c'est là où j'ai un travail moi aussi à faire, de me dire: «C'est la number one, il faut que je le fasse avant» et tu vois, si je fais le sport avant la méditation, je vais pas la faire. d'accord. Il faut vraiment Alors que ce que c'est soit dans ouf! Tu alors que et tu fais du cardio? Tu fais quoi comme, bah, là, si je suis à la muscu? maison, je vais faire, ouais, tapis de course, une petite séance de muscu.
Mais tu l'as déjà fait? Parce que c'est fou, hein, la méditation après le sport, c'est je veux dire l'effet il est décuplé quoi, vraiment. J'ai déjà dû le faire, mais je trouve c'est enfin, en tout cas, dans ma routine actuelle, C'est pour difficile le à coup, c'est vraiment ancré si je fais pas la méditation tout de suite quand je rentre et que je fais autre chose vraiment autre chose, hein, je sais que je peux oublier, en fait. Où d'accord, je vais direct ça a commencé dans ma tête, où j'ai déjà plein de trucs à penser et c'est là où, je peux le zapper, quoi, tout simplement. OK. Donc voilà, c'est un truc sur lequel faut moi aussi que je travaille. Franchement, le podcast est super intéressant. On pourrait, je pense, encore discuter pendant Oui, 1 oui, heure oui, ça peut là-dessus, être très long. je t'entends parler avec, tellement de joie et en même temps, c'est très libérateur. Hem, Moi, de ce que je ressens, encore une fois, de tout cet épisode, c'est que, comme tu dis, je pense que tu as trouvé ta mission de vie. Hem, c'est quoi un petit peu les projets ou les ambitions sur du moyen long terme? Alors, moi, je tiens énormément à ma qualité de vie. J'en ai pas parlé beaucoup, mais je suis aussi une épouse, mon mari, c'est aussi mon meilleur pote. Enfin, tu vois, on est nés de la même année, on et pour moi, ma vie de famille, elle est hyper importante. Donc aujourd'hui, j'ai une qualité de vie que je voudrais pas perdre, tu vois? J'ai pas, par exemple, une ambition de grossir, grossir, grossir. Bien sûr que j'ai des objectifs, hein, d'aider un maximum de personnes. Je sais combien, par exemple, pour 2026. Enfin, tu vois? J'ai une vision, mais j'ai une vision, hem, qui va me permettre de servir les personnes qui souffrent d'anxiété, mais aussi de servir ma vie et du coup, bah, c'est mon sport. Garder ce temps de méditation dont tu parlais, le temps en famille et cetera donc mon idée, c'est de continuer comme je le fais aujourd'hui. La seule chose qui va changer, c'est que je vais, avec le temps, plus m'entourer de prestataires et de personnes voilà. Moi, je suis pas du tout faite, pour, diriger des gens, par exemple, avoir une équipe à moi, des salariés à moi, ça non, c'est pas mon truc parce que ça me rajouterait de la charge mentale et cetera que je veux pas et puis j'ai envie d'avoir des collègues, en fait, tu vois? Ce sera une façon d'avoir des collègues où on bosse les uns avec les autres et pas certains ce sera pas ils travailleront pas pour moi, mais avec moi dans un objectif commun. Du coup, je vois plus le truc comme ça, tu vois? Donc s'il y a une chose qui va évoluer évidemment avec, bah, la progression de mon activité, ça va être de m'entourer davantage de collègues qui vont bosser avec moi, pour développer des choses. Par exemple, je pense là sur 2026, je pense au webinaire, c'est un truc que j'aimerais bien faire, que j'ai jamais fait avant. Tu vois, la conférence que j'ai fait au mois de septembre, j'ai adoré rencontrer, mes clientes en live. C'était une journée magique. J'aimerais le refaire dans d'autres villes, là, je l'ai fait à Évian-les-Bains, donc je fais par zone en fonction d'où sont mes clientes. J'aimerais bien le faire sur Paris, évidemment, c'est là où j'ai le plus de tu vois, de clientes et puis ça se ferait sur plusieurs jours parce que c'est des petits comités, hein, parce que sinon on n'arrive pas mais donc voilà, des petites choses comme ça, des petits projets comme ça, mais de rester dans toujours une échelle humaine. Ça, c'est vraiment important. Et puis, tu vois, par exemple, on parlait du one one. Moi, je resterai tout le temps au one one, en fait. Même si j'ai des options de faire autre chose, j'ai pas envie. Et en plus, aujourd'hui, je vois pas comment on peut arriver au résultat que j'obtiens en avec des protocoles sur mesure, tu vois? Comme je te disais. Ouais, Donc pour moi, c'est vraiment l'individuel et puis c'est mon dada. Moi, j'aime l'humain, tu vois? J'ai besoin de me connecter à une personne. ça Voilà, je sais pas s'entend. si ça répond à ta question, Tom? Merci, trop bien. On va terminer par le petit jeu où je Oui. vais te poser des petites questions et l'idée, c'est de répondre, sans justification, c'est juste pour apprendre un petit peu plus à te découvrir. Alors si tu prends un petit déj, tu plutôt salé ou sucré? Salé. Ton film ou ta série préférée? Je dirais le film, je vais dire, Will Hunting. Oui, je vois. Mer ou montagne? Ouh, c'est dur, hein. Je suis originaire de Grenoble, c'est vraiment dur. Oh, je suis obligée de dire montagne. Ouais. J'adore la mer aussi, mais je vais dire montagne. Matin ou soir? Ouh, matin! OK. Plutôt lire un livre ou écouter un podcast? C'est dur. Écouter un podcast, même si j'adore lire. Thé ou café? Ni l'un ni l'autre, ni théine ni caféine, clairement. J'apprends plus, ça y est. OK. Quand tu veux te détendre, sport ou canapé? Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Silence, Tu es plutôt organisé ou freestyle? organisé. Et 1 000 000 cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € à vie. OK, trop cool. Bon, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Je suis trop content d'avoir pu échanger avec toi, surtout sur une Merci thématique Tom. dont on a vraiment, besoin, donc c'était cool et du coup, je pose une dernière question à chaque fois, c'est, je sais pas si tu as un dernier message à faire passer, soit rebondir sur un truc, dont tu as parlé
ou aborder un tout autre sujet, que j'aurais oublié d'explorer, qui te Peut-être tient à cœur. un petit message s'il y a des personnes anxieuses qui nous écoutent ici, simplement, pour leur dire, bah, de vraiment garder en espoir sur la guérison totale de l'anxiété parce que c'est un sujet qui peut parfois faire polémique et beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui peut potentiellement faire partie de nous. J'insiste sur le fait que je reviens de très, 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 très loin avec l'anxiété et qu'on peut s'en libérer définitivement. Voilà, un message d'espoir en fait surtout. Alors en plus, ça faisait partie d'une question que j'ai oublié de poser, qui était justement de savoir si, une fois que c'était guéri, ça pouvait revenir sous une autre forme, donc tu as répondu. Alors ça par contre, pardon, hein, je suis obligée de répondre Tom, mais non, mais je vais essayer de faire court. Mais ça peut revenir sous d'autres formes, mais quand on est outillé, en fait, ça va pas revenir de façon forte, ni de façon permanente. Voilà, juste je fais court là-dessus. De toute façon, on mettra en description du coup, tes différents réseaux sociaux, si les personnes veulent aussi, apprendre, découvrir tes vidéos sur YouTube et pourquoi pas, bah, du coup accéder, à ton programme. Merci pour tout Tom, c'était très très chouette, très fluide. Merci à toi, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci, Bye à bye. bientôt. Merci, bye.